Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour ce webinaire particulièrement d'actualité en ce début d'année, puisqu'on va évoquer aujourd'hui la nouvelle mesure concernant la loi d'interdiction d'achat aux non-canadiens. Et donc, pour éclaircir un peu tout ça et toutes les questions que vous pouvez vous poser, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Audrey Chemin, qui est une Française immigrée au Québec depuis plusieurs années et qui est surtout la fondatrice de Prêtimo Québec, qui est une société de courtage hypothécaire avec une équipe d'experts justement dédiée à vos problématiques de financement au Québec. Et on a également l'honneur d'accueillir Fleur Camilly, qui est avocate au cabinet Harel Avocat et membre du barreau du Québec, qui sera là justement pour nous aider à décortiquer au mieux cette nouvelle loi d'un point de vue du droit. Et donc, avant de commencer la présentation par nos experts, je tiens à remercier toutes les personnes inscrites sur ce webinaire. Là, vous êtes plus de 200 à avoir pris votre ticket pour cette conférence aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous, à poser vos questions dans le chat Zoom directement ou sur notre page Facebook si vous êtes en direct. Voilà, et si vous ne pouvez pas nous regarder aujourd'hui à midi ou à 18h heure de France, pas de problème, vous pouvez retrouver nos replays sur notre page Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn et bien sûr sur mauditfrançais.ca où vous retrouverez également les coordonnées de nos expertes si vous souhaitez les contacter par la suite pour plus de renseignements justement sur votre dossier. Donc, comme d'habitude, dans un premier temps, on va avoir une partie de 40-45 minutes où nos deux experts vont nous présenter un peu le dossier en question. Et ensuite, on prendra 10-15 minutes pour répondre à vos questions si elles sont restées justement sans réponse, en sachant qu'on a déjà reçu plusieurs questions par mail que j'ai transférées à nos experts. Donc, elles vont tenter déjà d'y répondre dans leurs explications. Et on reviendra justement sur s'il y a des incompréhensions à la fin de cette présentation. Voilà, Audrey, je vais te laisser prendre la parole et partager ton écran. Partager l'écran, parfait. Merci Lucas. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je vois très bien. Parfait, super. Bon, merci Lucas pour la présentation. Alors effectivement, dans un premier temps, moi je vais me représenter. Je m'appelle Audrey Chemin, je suis effectivement courtier hypothécaire et je suis fondatrice de Prêtimo Québec. En effet, on se concentre principalement sur les problématiques pour les nouveaux arrivants et les investisseurs étrangers. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravie de partager virtuellement la présentation avec Maître Camille, qui est avocate au barreau de Montréal et qui exerce chez Harel Avocat. Merci. Maître Camille, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Audrey, bonjour Lucas. Bonjour. Donc aujourd'hui, évidemment, on va parler de cette loi qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est parue en juin 2022. On attendait tous avec beaucoup d'impatience le fameux règlement qui allait venir donner un éclairage différent sur cette loi, qui n'est paru que finalement fin décembre 2022. Alors, la loi et le règlement sont très courts, mais malgré tout, il y a des zones d'ombre qu'on a pu voir et qu'on voudrait éclaircir. Et on est vraiment chanceux pour nous d'avoir donc Maître Camille avec nous pour ça. Donc d'abord, dans un premier temps, la loi interdit à plusieurs personnes, on va revenir après sur les exemptions des gens qui peuvent effectivement acheter, mais donc la loi interdit d'acheter un logement résidentiel. On va venir après sur les spécificités par rapport à ça, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il s'agit d'une loi qui va réellement imposer une interdiction d'achat. Donc attention, il s'agit bien d'une interdiction qui va s'appliquer avec des conséquences et des sanctions pour ceux qui tenteraient d'y déroger. On va évidemment reparler plus en détail de tout ça et si le temps nous le permet, on avisera aussi la question des sanctions. Super. Donc, d'abord, la première, donc là, je vous ai remis les liens. Évidemment, vous allez pouvoir les retrouver un peu plus tard. Mais la première question qu'on a déjà, c'est de définir quel est le type de logement qui finalement est interdit d'acheter. Alors, ça, c'est une question qui est d'ores et déjà complexe. On va tout de suite éclaircir un point, c'est que pour ceux qui ne sont pas habitués au fonctionnement, la loi ne peut pas se lire sans le règlement. Donc, c'est-à-dire que c'est fondamental de lire la loi en parallèle du règlement parce que vous avez des définitions qui vont se retrouver dans un des textes ou dans l'autre. Il va y avoir des renvois très souvent entre un article et un autre de la loi et du règlement. Pour comprendre ce qui va être inclus dans la définition d'immeuble résidentiel,
Donc, c'est en fait les immeubles qui vont être visés par l'interdiction d'achat. C'est important de lire très, très spécifiquement les deux ensemble. Et je vous l'accorde, la définition est relativement complexe. On va essayer de vulgariser un peu tout ça. J'en profite pour vous glisser que tout au long de cette présentation, on va essayer de vulgariser au maximum les choses. Mais c'est possible qu'il y ait encore des zones d'ombre ou des choses qui sont encore un petit peu compliquées à comprendre. Donc, dans le cadre de la définition d'immeubles résidentiels, on fait en fait face aux logements qui vont faire partie d'une agglomération de recensement, qu'on risque d'appeler AR dans les minutes suivantes, ou d'une région métropolitaine de recensement, RMR. Et ça va viser, au sein de ces régions-là, les triplex et moins, les jumelés, les condos ou toute portion habitable d'un bien détenu en copropriété. Vous avez peut-être lu déjà ce petit alinéa dans le règlement qui est un peu compliqué à comprendre, mais qui est une définition assez large et qui va venir viser en fait un petit peu tout type de bien qui va être un logement habitable, en dessous du triplex évidemment. Et enfin, il va y avoir le fonds zoné pour usage résidentiel ou mixte. Donc, c'est un fonds zoné, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en général, quand on regarde les règlements municipaux, il y a des cartes de zonage. Donc, il y a un découpage en fait du territoire qui vient établir la destination de l'immeuble. Et par immeuble, on entend un immeuble au sens juridique, donc ça peut être un terrain, pas juste un immeuble au sens d'un bâtiment bâti. Et donc, on va avoir une destination qui lui est attribuée, qui peut être résidentielle, qui peut être commerciale ou mixte. Ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser forcément, sauf dérogation et autres, le terrain pour autre chose que son usage. Donc, finalement, la définition de immeuble résidentiel est relativement large. Donc, on est sur une loi relativement restrictive, mais à la lecture du règlement et de la loi, ça semble exclure les logements qui seraient en dehors de l'agglomération de recensement ou d'une région métropolitaine de recensement. Et on va en reparler un petit peu plus précisément, un peu plus loin dans la présentation, mais si on revient sur les fonds zonés, donc ce que je comprends bien, c'est que contrairement à ce qu'on a pu croire pendant longtemps, avant que le règlement sorte, finalement, les terrains nus ne sont pas exemptés de la loi. C'est ça. C'est là où il faut faire vraiment attention, et j'insiste au risque de me répéter, c'est qu'il ne faut pas se fier à la définition commune du terme immeuble résidentiel. On ne peut pas simplement prendre le sens commun qu'on entend tous les jours. Il faut vraiment se référer à quel sens est attribué par la loi et le règlement. Et en effet, ça vise aussi les terrains nus. Mais seulement si la destination est mixte ou résidentielle et qu'il fait partie d'une agglomération de recensement ou d'une région métropolitaine de recensement. Donc, à contrario, si on était face à un terrain mixte hors d'une agglomération de recensement ou d'une région métropolitaine de recensement, a priori, le terrain ce serait OK. Et pareil, pour si on était dans un terrain commercial, il lui ferait partie d'une agglomération de recensement ou d'une région métropolitaine de recensement, mais toujours sous réserve des autres conditions qu'on va aborder ensemble. OK, parfait. Donc, par contre, si jamais quelqu'un qui n'est pas exempté a acheté un terrain dans une zone qui n'est pas exemptée, avec une destination qui n'est pas exemptée, donc quelque chose qu'on n'aurait pas le droit d'acheter maintenant, mais qu'il l'a acheté avant la mise en place de la loi, et qu'il souhaite maintenant construire dessus, est-ce que cette personne-là pourrait construire sur le terrain? Alors, ça, c'est une question qui reste encore quelque peu en zone grise à la simple lecture du règlement et de la loi. Donc, je vais vous donner mon interprétation. Donc, c'est vraiment sous toute réserve et ça va être à regarder en fonction des circonstances du cas particulier de chaque personne. Mais a priori, on parle bien d'acquisition et non de construction. On n'a pas de mention à cet effet. Donc, si le transfert de propriété du terrain a été fait avant l'entrée en vigueur de la loi, il semblerait pour le moment que construire soit toujours possible. Parfait, merci. Alors maintenant, on va pouvoir parler un peu plus des exemptions. Qui peut finalement acheter dans le cadre de ce nouveau moratoire? Alors, c'est là la question à $100 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette loi, le cadre général, l'interdiction générale, c'est simplement de dire si vous n'êtes pas citoyen canadien, si vous êtes non canadien, vous ne pouvez pas acheter. Ensuite, on vient appliquer des exemptions. Et dans ces exemptions, on va avoir d'abord les exemptions de personnes.
Donc, il s'agit des exemptions qui vont se rapporter plutôt à votre statut sur le territoire canadien. On va avoir d'abord la personne protégée au sens de l'article 95 alinéa 2, qui correspond en fait grossièrement, on ne rentrera pas dans les détails, mais aux demandeurs d'asile. On va avoir ensuite les étudiants et travailleurs, mais uniquement s'ils respectent certaines conditions. Donc, au niveau des conditions, par rapport à l'étudiant, on va avoir dans le règlement des critères cumulatifs à respecter. J'insiste sur l'aspect cumulatif des critères, que ce soit pour l'étudiant ou le travailleur, la liste des critères doit être complétée et non pas 1 sur les 4 ou 2 sur les 4. Pour l'étudiant, il va y avoir comme première condition qui va être d'avoir produit des déclarations de revenus des 5 années antérieures. Ensuite, ça va être d'avoir passé 244 jours de présence dans les 5 années civiles. Donc, année civile, on est bien 1er janvier, 31 décembre, précédant la chasse. Si mes mathématiques sont correctes, on devrait être autour des 2 tiers de l'année quand on parle des 244 jours. La troisième condition, ça va être que le prix d'achat de l'immeuble doit être de maximum $500 000. Et enfin, il faut que cette personne ne soit déjà propriétaire que d'un seul immeuble résidentiel. Ensuite, on va prendre le cas du travailleur temporaire. Dans le cas du travailleur temporaire, il va falloir avoir, puis je ne l'ai pas précisé pour l'étudiant, mais ça a tombé un petit peu sous le sens, il faut d'abord avoir un statut d'immigration qui est valide. C'est-à-dire que l'étudiant, que ce soit un permis d'études ou autre, il faut qu'il ait un statut qui soit reconnu par les lois en droit de l'immigration. Et pour le travailleur, c'est la même chose. Il faut que son permis de travail, donc l'équivalent de son visa, soit reconnu et soit en règle. Ensuite, on va avoir comme autre condition le fait qu'il ait exercé un travail à temps plein pendant 3 ans au cours des 4 années précédentes. Il va falloir qu'il ait aussi produit 3 déclarations de revenus sur les 4 années précédentes. Et de même que pour l'étudiant, il faut qu'il n'ait acheté ou qu'il ne soit propriétaire que d'un seul immeuble résidentiel. Pour ce qui est du temps plein, à quoi est-ce que ça correspond exactement? Alors, temps plein, on fait référence à d'autres, on fait des renvois à d'autres lois et règlements. Et si on fait l'exercice d'aller retourner voir dans les articles précédents, on se rend compte que par temps plein, on entend en fait un travail qui équivaut à au moins 30 heures par semaine. D'accord. Et donc, pour les personnes qui seraient, par exemple, en congé maternité ou congé parental, est-ce que ça rentrerait potentiellement dans un temps plein aussi? Alors, a priori, le lien d'emploi contractuel, il n'est pas rompu lors d'un congé maternité ou d'un congé parental. Et le statut d'immigration n'est pas modifié non plus. Donc, j'aurais tendance à penser que si le contrat était bien de plus ou d'au moins 30 heures par semaine, que cela serait quand même considéré comme OK pour la portion temps plein. Mais encore une fois, c'est une opinion sous toute réserve et notamment sous réserve des autres lois entourant les statuts d'immigration. D'accord. Pour la partie propriétaire d'un seul logement, il y a eu beaucoup de questionnements autour de ça et puis on voit des informations diverses sur Internet. Comment est-ce qu'on doit le comprendre, cette partie-là? Eh bien, ça, c'est une très bonne question, Audrey. C'est une très bonne question sur laquelle on a hâte que les tribunaux se prononcent, si tant est que ce soit possible d'ici la fin du moratoire, puisqu'on rappelle que pour le moment, ce moratoire est entré en vigueur pour 2 années. On connaît aussi les délais face aux tribunaux, donc c'est probable aussi qu'on n'ait pas de réponse sur la question avant la fin de l'application du moratoire. Mais lorsqu'on lit vraiment le texte mot pour mot du règlement, c'est « il n'a acheté qu'un seul immeuble résidentiel ». Donc, ma lecture vraiment au mot à mot du texte, et quand on prend l'esprit de la loi en considération, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit uniquement d'avoir acheté. Ça va être le cas de la personne qui va avoir déjà acheté un logement dans le passé. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on prend l'exemple de Julie, qui respecterait tous les autres critères du travailleur, mais qui aurait déjà acheté 2 immeubles par le passé avant l'entrée en vigueur de la loi, on viendrait dire que Julie ne respecterait pas le dernier critère qui était de n'avoir acheté qu'un seul immeuble résidentiel et à ce moment-là, qu'elle ne serait probablement pas
exemptés de l'interdiction d'achat. Ce critère. Ok, parfait. Merci. Alors, maintenant, sur les autres cas d'exemption, on a cru comprendre à la lecture de la loi, justement, que dans des cas de conjoints, il y a des possibilités d'être exempté aussi. Oui, bien sûr. Puis ça, je vais vous l'expliquer dans quelques petites secondes. Simplement, je vais juste préciser, même si j'imagine que ce n'est pas le cas de beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui, dans les exemptions, on a aussi le personnel diplomatique et les personnes dans des cas très particuliers dans lesquels le ministre a accordé le statut de résidence permanente sous certaines conditions. Et il y avait évidemment le résident permanent ou le Canadien, puisque la loi s'applique envers les non-Canadiens. Donc, en effet, tel que tu le soulevais, Audrey, à juste titre, il y a des cas un peu particuliers. C'est-à-dire que là, on a fait le tour des exemptions lorsqu'on achète seul. Et il y a aussi la possibilité d'acheter à deux. Le règlement prévoit que lorsqu'on achète à deux, on peut se faire exempter dans certains cas. C'est-à-dire que on ne va pas prendre l'exemple de Marie pour embrouiller personne, on va prendre de Julie, pardon, on va prendre l'exemple de Marie cette fois-ci. Marie, si elle ne fait pas partie des personnes exemptées, mais qu'elle décide d'acheter avec, par exemple, son époux, et que son époux, lui, fait partie des personnes exemptées, donc rentre dans les critères du travailleur temporaire ou de l'étudiant temporaire, ou est un résident permanent, ou est un demandeur d'asile, vous l'aurez compris, rentre dans les critères d'exemption, Marie pourrait se voir exemptée aussi. Mais pour cela, il faudrait qu'ils achètent ensemble en copropriété. Donc finalement, vous avez toujours l'option de votre propre statut, mais aussi l'option de la personne avec qui vous achetez. Et là, l'exception ne s'applique qu'à l'époux ou au conjoint de fait. Attention à la définition de conjoint de fait. Encore une fois, on parle de la définition au sens légal. Ça peut arriver dans le quotidien qu'on présente quelqu'un comme son conjoint, mais qu'on ne réponde pas forcément aux critères légaux. En général, si on se réfère plutôt aux lois d'interprétation et au droit civil québécois, le conjoint de fait, c'est considéré comme la personne qui vit, les personnes qui font vie commune depuis au moins 1 an ou qui seraient parents d'un même enfant parce qu'il y a une présomption qui s'applique. Mais là, il s'agit d'une loi fédérale. On va se poser la question de savoir aussi si on va appliquer la présomption pour les parents d'un même enfant. Mais a priori, à la lecture de la loi, c'est de faire vie commune depuis au moins 1 an. Puis attention, ça sont des choses qui vont devoir être prouvées si vous allez sur ce terrain-là pour acheter. Ok, parfait. Donc, on avait reçu une question un peu dans ce sens-là. Par exemple, si moi, je suis citoyenne canadienne et que je veux acheter conjointement avec mon frère qui n'a pas de statut spécifique au Canada, alors à ce moment-là, on est d'accord qu'on ne peut pas acheter ensemble. En effet, encore une fois, il faut faire attention à l'ensemble des critères. On vient de parler des cas d'exemption quand on achète à deux, mais c'est uniquement le cas des époux et des conjoints de fait et potentiellement, selon mon interprétation, des personnes en union civile, mais ça va encore rester à préciser. Dans votre exemple, Audrey, si vous êtes citoyenne canadienne, mais que votre frère ne l'est pas, votre frère n'est pas votre époux, n'est pas votre conjoint de fait, si lui ne respecte pas les critères d'exemption ou ne rentre pas dans une des cases d'exemption, vous ne pourrez pas acheter. Et là, attention aussi, c'est que la loi est relativement restrictive sur les personnes qui aideraient à la contourner. C'est-à-dire que dans votre cas, si, je vous dirais presque par miracle aujourd'hui, parce qu'on en reparlera plus tard, mais en ce moment, un certain nombre de ventes sont gelées, mais si par miracle, vous arriviez à passer jusque devant le notaire et à signer votre acte de vente avec votre frère, vous pourriez être considéré comme une personne qui a aidé ou encouragé votre frère, qui était une personne qui n'avait pas le droit d'acheter, à acheter. Donc, ça veut dire que vous vous exposez aux différents risques de contravention et de poursuite qui exposent la loi. Donc, attention à la notion de direct et d'indirect. Quand on lit l'article 4 de la loi, de mémoire, c'est l'article 4, qui est l'article phare qui vient imposer cette interdiction, on nous dit bien un achat direct ou indirect. Donc, il faut faire attention à cela. Puis, dans votre cas, je vous confirme que vous ne pourriez pas acheter avec votre frère. Super, merci beaucoup. Donc, maintenant, on continue avec les exemptions de situation. Finalement, il y a plusieurs situations aussi, au-delà des personnes, sur lesquelles on va pouvoir avoir des exemptions.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a déjà parlé des exemptions de personnes. Maintenant, il y a aussi des questions d'exemption de situation. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas exempté par rapport à votre statut personnel ou au statut de votre conjoint ou époux, vous pourriez être exempté en fonction de la situation dans laquelle vous êtes en train d'acquérir un immeuble résidentiel. Donc, c'est important de prendre à chaque fois, de prendre l'ensemble des facteurs pour se situer. On va avoir comme cas d'exemption le cas d'une personne qui rachète la part de son époux en cas de divorce ou de son conjoint de fait en cas de séparation. Là aussi, il y a un débat un petit peu sur le sujet, mais je pense qu'on abordera la question après. Vous avez aussi le cas d'un décès, c'est-à-dire que dans le cadre d'une succession, s'il y a la nécessité de faire un rachat de parts pour sortir de l'indivision, parce que vous le savez peut-être, nul n'est tenu à rester dans l'indivision. Donc, le législateur a quand même prévu une porte de sortie pour permettre de racheter la part d'un tiers, même lorsqu'on est visé par l'interdiction, tant que c'est dans le cadre d'un décès, donc sous-entendu d'une succession. La troisième exemption, ça va être le cas du transfert de propriété qui résulte d'un droit garanti. Pour essayer de vous expliquer ça un peu plus simplement, il s'agit en fait du cas de la personne qui va être visée par l'interdiction, donc qui n'est pas exemptée, mais qui aurait un droit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier. Donc, je vais tenter de vous donner un exemple le moins bancal possible, mais par exemple, ça va être le cas d'une personne non exemptée qui va prêter de l'argent à un tiers et qui va garantir son prêt par une hypothèque sur la maison de ce tiers. Si ce tiers ne le rembourse pas, à un moment donné, et puis on ne rentre pas dans les détails de la procédure, mais à un moment donné, notre personne non exemptée va pouvoir venir se payer en prenant en paiement la maison. Sauf que vous me direz, oui, mais cette personne, elle n'a pas le droit d'acquérir une maison. Alors, comment on fait? Il va y avoir un transfert de propriété. Eh bien, justement, c'est à ça que sert cette exception. C'est pour permettre à tout à chacun, exempté ou pas, de continuer de faire appliquer leurs droits garantis par un immeuble résidentiel. Et enfin, le dernier cas qui est un peu plus spécifique, c'est le cas du transfert de propriété qui va résulter de la réalisation d'une fiducie. Mais attention, uniquement si cette fiducie avait été constituée avant l'entrée en vigueur de la loi, donc avant le 31 décembre 2022. Super. Donc, si je comprends bien, si je reviens sur le premier cas, tout ce qui est séparation, divorce, décès, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien direct pour résulter en fait de l'acquisition de la propriété pour rentrer dans cette exemption. Si on reprend un exemple d'un couple en fait finalement qui se sépare et qui décide de vendre en fait la propriété commune, s'ils ne rentrent pas dans les exemptions à titre personnel, ils ne pourraient pas acquérir chacun de nouveau un autre bien séparé. Vous soulevez un point qui risque de faire un petit peu débat. Simplement parce que la mention dans la loi, puis on fait face à une loi qui est relativement courte en termes d'articles. Et encore une fois, on n'abordera pas l'aspect politique du sujet. On est vraiment là juste pour discuter ensemble d'aspects juridiques et de tenter de comprendre un petit peu tout ça. À la lecture de l'alinéa, on ne nous le précise pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de précision sur le fait que ça serait possible de faire un rachat après avoir vendu communément la maison familiale. À mon humble avis, je vous dirais, lorsqu'on lit l'alinéa et qu'on prend en compte l'objectif de la loi, parce que finalement, les dispositions doivent se lire les unes avec les autres. Donc, ça veut dire qu'on doit interpréter chacun des articles en allant dans le sens de l'entièreté de la loi. Donc, il faut bien comprendre quel était l'objectif. L'objectif ici était d'empêcher d'acheter des immeubles résidentiels. Les exceptions, elles, avaient pour but de tenter, en tout cas, de ne pas immobiliser toutes les transactions et les problématiques du quotidien. L'exemption sur le divorce et la séparation,
à mon avis, a plus objectif de permettre de régler le cas de la séparation ou de régler le divorce et de ne pas contraindre, par exemple, un ex-mari et une ex-femme à rester dans l'indivision jusqu'en 2025 lorsque la loi n'entrera plus en vigueur. A priori, si monsieur et madame vendent la maison familiale, puis ça peut être monsieur ou monsieur, madame ou madame, c'est évidemment inclusif, on parle juste pour aller au plus simple et au plus rapide en termes de compréhension. Le couple, si le couple se sépare ou divorce et vend leurs biens communs, le couple ne pourrait pas racheter chacun de son côté un autre immeuble résidentiel, à moins de tomber dans une des catégories d'exemption. Mais j'imagine et je l'espère que les tribunaux vont pouvoir nous éclairer un petit peu plus sur la question, sur les questions d'interprétation dans les semaines, ce sera plutôt dans les mois à venir, et peut-être aurons-nous certains éclaircissements aussi de la part du législateur. Ok. Alors, la dernière exemption de situation, c'est la fameuse exemption des régions dont on a parlé en début de conversation avec les logements qui seraient en dehors des AR et des RMR. Je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que dans certains sites internet ou dans certaines communications qu'on peut voir, des fois, les gens parlent de chalets et de logements récréatifs. Or, dans la loi, d'après ce qu'on peut voir, il n'y a pas de notion de destination en fait de la part des logements. C'est vraiment les logements tels qu'on les a définis en tout début de conversation. C'est bien ça? Oui, en effet, Audrey. En fait, on n'a pas de référence à savoir si c'est pour vivre dans l'immeuble résidentiel ou y faire du locatif. Là-dessus, la loi reste muette. On sait juste quels sont les logements qui vont rentrer dans les immeubles, dans la définition d'immeuble résidentiel ou non. A priori, souvent, lorsqu'on sort des agglomérations de recensement et des régions métropolitaines de recensement, on tombe souvent dans des lieux qui sont, je dirais, moins attractifs pour la vie quotidienne, et donc on va plus vers des logements qui vont être utilisés à des fins de résidence secondaire, de chalet ou autre. Mais attention, ce n'est pas un critère retenu par la loi. Encore une fois, la seule chose que la loi vient nous dire là-dessus, c'est définir les immeubles résidentiels qui sont visés par l'interdiction, et en l'occurrence, les immeubles qui ne sont pas en agglomération de recensement ou qui ne sont pas en région métropolitaine de recensement ne sont pas visés par l'interdiction. Donc, si vous souhaitez acheter une résidence secondaire dans une agglomération de recensement ou dans une région métropolitaine de recensement, cela ne risque de ne pas être possible. Cependant, si votre résidence secondaire ne se situe pas en agglomération de recensement ou en région métropolitaine de recensement, cela devrait être possible au sens de la loi. Parfait. Alors, clairement, c'est un sujet qui a fait vraiment beaucoup de débats, l'histoire des régions, qu'est-ce qui est une AR, qu'est-ce qui est une RMR, etc. Quand on veut essayer de regarder les cartes un petit peu plus en détail, ça devient vite un cauchemar. J'ai remis ici les liens vers les cartes, mais on va prendre juste quelques secondes pour les regarder ensemble. Si j'arrive à sortir de mon plein écran. Voilà. Donc, on a deux liens principaux que j'ai partagés tout à l'heure qui auxquels on fait référence dans le règlement. La première, c'est celle-ci, avec une carte qui est une carte nationale sur laquelle je ne vais pas revenir. Puis, une autre page qui est donc l'autre page que j'ai mise dans la présentation et qui nous amène sur le recensement de 2021. Quand on va un peu plus bas sur cette page-là, vous avez un onglet agglomération de recensement et un onglet région métropolitaine de recensement pour lesquels on a des cartes disponibles. Ça, c'est vraiment bien important. Donc, si je veux avoir un visuel et voir visuellement comment ça se passe, par exemple, pour la région de Granby, je vais cliquer sur cette carte et je vais voir apparaître cette fameuse carte. Donc, quand on la regarde un peu plus précisément, ce qu'on peut voir, c'est que dans la légende ici à droite, on voit que tout ce qui est entouré d'un filet gris, si on veut, correspond à une AR ou une RMR. Et donc, on peut voir que tout ce qui entoure ici la zone blanche, finalement, est une partie qui est considérée comme une AR ou une RMR. Et donc, tout ce qui se situe à l'intérieur
est visé par la loi. Tout ce qui est situé à l'extérieur serait exclu de la loi, mais attention, là, c'est la zone de grande vie, puis on voit que juste au-dessus, il semble avoir une autre AR ou une autre RNR qui apparaît, qui a aussi un filet gris. Donc, mon point, c'est qu'il y a plusieurs, finalement, zones qui peuvent être visées par la loi et qui ne sont pas représentées par une carte ici. Donc, je vous invite plutôt à vous rendre sur la première page, qui est celle-ci, la classification géographique avec les cartes de référence, mais à ne pas vous arrêter au haut de la page sur laquelle il y a le lien vers la carte nationale, mais à descendre un peu plus bas. Et dans la partie données, cliquez sur la partie subdivision de recensement. Et ici, vous allez voir apparaître toutes les agglomérations, toutes les villes du Canada. Et donc, si vous voulez rechercher et faire une recherche, savoir si votre ville est concernée, vous avez simplement à aller dans la partie recherche de votre fournisseur dans votre URL et rentrer le nom de votre ville. Donc, par exemple, ici, si je veux regarder Joliette, j'ai juste à taper Joliette dans ma barre de recherche. Je vois Joliette qui apparaît et je vois qu'en face, j'ai la notion agglomération de recensement. Donc, Joliette est visée par l'interdiction. Ensuite, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre B à Saint-Paul. Comme j'ai fait une faute, forcément, ça ne marche pas. Voilà, baie Saint-Paul. Et là, quand j'ai baie Saint-Paul qui apparaît, je vois en face que je suis dans une zone d'influence métropolitaine modérée. Donc, je ne suis ni dans une AR, ni dans une RMR. Donc, techniquement, je pourrais acheter quelque chose à baie Saint-Paul. On est d'accord avec la lecture des cartes, Maître Camille? Je ne suis pas spécialiste dans la cartographie, mais à première vue, ce que vous semblez expliquer a l'air d'avoir beaucoup de sens. Bon, parfait, merci. Donc maintenant, évidemment, on va passer au super sujet des promesses d'achat acceptées en 2022 pour les personnes qui ne sont pas exemptées par ailleurs et pour lesquelles on n'a pas d'exemption de situation non plus. On a vu beaucoup de choses passer dernièrement avec des informations qui ont été contradictoires entre ce qui s'est passé en fin d'année, même au moment de la sortie du règlement et ce qui se passe présentement. On voit qu'il y a des banques qui précédemment avaient donné leur accord pour aller de l'avant, qui ont attribué des financements et qui aujourd'hui refusent de les débourser. De la même façon, on a des notaires, la plupart des notaires maintenant en fait refusent de notarier dans ce cas précis. On a aussi entendu parler d'un jugement qui devrait avoir lieu un peu plus tard dans la fin du mois de janvier, mais qui concerne plutôt des logements neufs. Comment est-ce qu'on peut interpréter toute cette partie-là? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Alors là, je vais vous donner des réponses qui vont moyennement vous plaire, Audrey. Simplement parce que on est là, on va se retrouver dans une situation qui juridiquement va être un réel débat. Ça va être un réel débat parce que la signature d'une promesse d'achat, ça a des conséquences juridiques. Les signataires qui signent une promesse d'achat, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, s'obligent et pourraient être tenus responsables en cas de défaut. Cependant, une promesse d'achat ne permet pas d'acquérir un droit de propriété, qui, entre parenthèses, est un droit réel. Parce que lorsque vous lisez l'article de la loi, pour ceux qui ont fait l'effort d'aller lire le texte, on parle de droit réel, un droit de propriété est un droit réel. Quand on signe une promesse d'achat, on n'acquiert pas de droit de propriété. On s'engage à un certain nombre de choses, on peut être tenu responsable d'un certain nombre de choses, mais on ne devient pas propriétaire. C'est lorsqu'on signe l'acte de vente devant le notaire que là, le transfert de propriété s'effectue. Donc, quand on lit la définition d'achat du règlement, on s'aperçoit qu'il s'agit bien de l'acquisition d'un droit réel. Donc, vraisemblablement, il s'agirait de l'interdiction de passer devant le notaire pour signer la vente et non pas de signer une promesse d'achat. À la lecture pure et dure, si on fait vraiment une lecture carrée du texte,
il semble que dans les cas des promesses d'achat signées en 2022, les signatures d'actes de vente ne sont pas possibles parce que dans le fond, la loi empêche d'acquérir un droit réel, donc un droit de propriété, pour les personnes non exemptées en 2023. Donc, une personne non exemptée ne devrait pas pouvoir signer un acte de vente en 2023. Cependant, et c'est là où juridiquement pour nous, ça va être un terrain de gros débat. Et encore une fois, c'est là où il va falloir voir un petit peu ce qui se passe dans les mois à venir parce qu'il risque d'y avoir des recours, j'ai pas envie de dire à l'appel, mais il risque d'y avoir un certain nombre de recours. Parce que si on prend l'exemple d'une personne qui n'est pas exemptée, qui aurait désormais l'interdiction d'acheter, elle va se retrouver dans une situation conflictuelle. C'est-à-dire que si elle a signé sa promesse d'achat en 2022, elle s'est engagée et va être tenue responsable pour un certain nombre d'obligations, notamment le fait d'acheter la propriété. Donc, si en 2023, elle ne signe pas son acte de vente parce qu'aujourd'hui, vous trouverez difficilement un notaire qui va accepter de notarier ce type d'acte de vente, notamment en raison des flous qui persistent, la personne va se retrouver dans la situation, notre personne non exemptée va se retrouver dans la situation où soit elle viole sa promesse d'achat et s'expose à des risques de poursuite, soit elle arrive à trouver un notaire qui accepte de passer titre et donc de signer un acte de vente, mais elle risque aussi des poursuites. Donc, on va se retrouver face à un vrai dilemme. Comment le texte va être interprété par les tribunaux? Quelle est la porte de sortie qui va pouvoir être trouvée? Il va y avoir des choses à plaider. Dans le cas d'une personne qui va se retrouver poursuivie pour passation de titre, pour faire appliquer sa promesse d'achat, mais qui n'est plus exemptée et qui, par conséquent, ne veut pas violer la loi et ne veut pas signer son acte de vente, on va avoir de quoi plaider, on va avoir des lignes de défense possibles. Maintenant, comment ça va être réceptionné par les tribunaux? Quelle va être la décision finale? Pour le moment, on ne peut pas vous dire. On a entendu, puis là, ce n'est pas mon opinion, je vous fais un peu un résumé de ce qui se dit en ce moment. On a entendu qu'il y aurait potentiellement une différence aussi entre les personnes qui auraient signé entre la sortie de la loi, parce que la loi a été sanctionnée le 23 juin 2022, et la sortie du règlement, qui lui est sorti, je pense que vous me corrigerez si je me trompe, mais 21-22 décembre 2022. 21 décembre. Et un cas différent pour les personnes qui auraient signé après le 21 décembre. Parce que finalement, lorsque la loi était sortie, mais pas en vigueur, on savait qu'il allait avoir des exemptions, mais on a su de quoi traiter les exemptions qu'à partir du 22 décembre. On pourrait imaginer qu'il y a certaines nuances qui vont être appliquées dans le cas où ces cas-là iraient devant les tribunaux. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas de réponse sur l'interprétation des termes et des portes de sortie un peu que pourraient trouver les tribunaux, pour le moment, à la lecture simple de la loi, il ne pourrait pas y avoir de signature d'acte de vente pour une personne non exemptée en 2023. Si vous êtes dans un tel cas, parce que je pense qu'il doit y en avoir et je pense que j'ai dû affoler plus d'une personne en disant ça, si vous êtes dans un tel cas, que vous avez signé une promesse d'achat et que pour le moment, votre vente est gelée, vous n'avez pas de date devant notaire, vous avez des problèmes de financement et autres, je peux que vous conseiller de consulter. Et là, ce n'est pas uniquement pour presser pour ma propre paroisse, c'est simplement parce que il va falloir étudier en détail votre cas pour voir quelles sont les circonstances, voir quelles seraient les portes de sortie et voir surtout quelles seraient les solutions les plus adaptées à votre cas. Et par là, j'entends pas forcément signer un acte de vente, mais voir aussi toutes les autres options qui pourraient peut-être vous permettre de ne pas vous exposer à des poursuites dans un cas comme dans l'autre. Bon, merci. Avant d'aller sur d'autres sujets un petit peu moins funky, j'ai envie de dire, des petits conseils justement sur comment une personne pourrait elle-même essayer de savoir si elle qualifie sur une exemption ou pas. Alors, grossièrement, avant même de chercher à consulter, quand vous allez commencer à vous poser la question de savoir est-ce que je peux acheter en ce moment, vous allez vous poser plusieurs questions. La première, et vous l'avez très bien retranscrit sur la slide, c'est quel est mon statut au Canada? C'est-à-dire que personnellement, moi tout seul, est-ce que je rentre dans les exceptions?
Est-ce que je suis citoyen canadien? Est-ce que je suis en résidence permanente? Est-ce que je rentre dans toutes les exceptions qu'on a citées ci-dessus? Si je suis un étudiant, est-ce que je respecte les critères cumulatifs? Si je suis un travailleur, est-ce que je respecte les critères cumulatifs? J'insiste encore sur ce cumulatif parce qu'on nous a beaucoup posé la question, mais vous devez remplir tous les critères qui s'appliquent. Si vous êtes travailleur, tous les critères du travailleur. Si vous êtes étudiant, tous les critères de l'étudiant. Ensuite, la deuxième question, ça va être de dire, mais est-ce que j'achète seul ou est-ce que j'achète à deux? Parce que si moi, je ne suis pas exemptée, peut-être que mon conjoint de fait ou mon époux, lui, est exempté. Et à ce moment-là, si on achète en copropriété, on pourrait se voir exempté et se permettre l'achat. Et la troisième question, et c'est la question un peu la plus difficile, mais celle qui vous permettra sans doute le plus de portes ouvertes pour débloquer votre situation, c'est quel type de bien je souhaite acheter. Est-ce que j'achète un bien qui rentre dans la définition, aux yeux de cette loi et de ce règlement, d'immeuble résidentiel? Donc, est-ce qu'il s'agit d'un triplex ou moins, ou est-ce que c'est plus? Est-ce qu'il s'agit d'un terrain? Est-ce que c'est un fonds zoné résidentiel, mixte, commercial? Et surtout, est-ce que le bien que je cherche à acheter est situé dans une zone de région métropolitaine de recensement ou une agglomération de recensement? Enfin, c'est un petit peu le test préliminaire à voir de votre côté pour vous faire une pré-opinion sur le sujet. Et ensuite, je peux que vous conseiller de vous rapprocher des personnes compétentes pour faire vérifier votre situation avant de signer le moindre document, qu'il s'agisse d'une promesse d'achat ou un autre pré-engagement quelconque. Je conseille de toute façon toujours à mes clients dans tous les domaines de toujours anticiper parce que ça coûte, même si ça a un coût, ça coûte toujours moins cher d'anticiper un problème que de le régler une fois qu'il est là. Puis on s'entend qu'un achat immobilier, ça reste un grand projet. Les professionnels du milieu, je ne fais pas référence qu'aux avocats, vont être aussi capables de vous aiguiller là-dedans. Il y a qu'à voir par l'investissement de Audrey que lorsque le professionnel s'informe, il est capable de vous informer un petit peu aussi sur le sujet. Merci. Alors, si jamais, en tant que personne, je ne qualifie pas dans les exemptions et que j'achète une propriété qui ne qualifie pas non plus dans les exemptions de situation, est-ce que je peux envisager de passer par une société? Alors déjà, la notion d'interdiction d'achat, elle vise l'achat direct ou indirect. Donc, on comprend bien que l'esprit de la loi de base, c'est quand même d'essayer de nous empêcher d'acheter. Donc, tout ce qui va être technique un petit peu, je ne vais pas dire entourloupe parce que ce n'est pas forcément fait dans un objectif de fraude, mais tout ce qui va être moyen un peu détourné d'acheter quelque chose qui rentrerait dans la définition d'immeuble résidentiel va être très surveillé. Il va falloir faire hyper attention parce que dans la définition de non canadien, on a aussi une définition pour les entités morales. Donc, les entités morales, c'est notamment les sociétés et les compagnies. Une société ou une compagnie n'est pas considérée comme canadienne au sens de cette loi et de ce règlement quand elle n'est pas constituée sous une loi provinciale ou fédérale, quand elle est constituée au provincial ou au fédéral, mais que les actions ne sont pas cotées selon certains articles. On a un renvoi à la loi sur l'impôt, puis on ne rentrera pas dans les détails parce que ça devient assez complexe, ou lorsqu'elle est contrôlée par une personne qui n'est pas visée par la loi, donc par les exemptions, ou par une société qui a été constituée sous une loi provinciale ou fédérale. Ici, c'est assez large et je comprends que ce n'est pas très, très clair. C'est assez complexe comme sujet parce qu'il y a aussi toute la question de quel est le contrôle qui est effectué de la société. Qui contrôle en réalité la société? Parce que je vois venir déjà les questions de oui, mais si moi, je suis actionnaire principal de ma compagnie de gestion avec mes actions votantes, qui, elle, va avoir une autre compagnie de gestion, qui va en avoir une autre, puis des espèces de montages comme ça qui vont permettre qui, a priori, vous donneraient l'impression que vous pourrez acheter un immeuble résidentiel de cette façon. J'ai envie de vous dire, attention, parce que les critères sont quand même très spécifiques et je ne veux pas perdre tout le monde, donc je ne vais pas aller trop loin dans ces critères-là, mais la notion de contrôle, ça s'entend des 3% d'actions détenues, mais ça peut aussi être simplement des 3% de droits de vote. Donc, on parle aussi du contrôle de fait de la société, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, vous pouvez avoir des actions votantes et des actions non votantes. Il peut y avoir différents types d'actions dans une société. Donc, je vous dirais d'être très, très prudent sur ce cas-là.
de manière générale, si je prends le cas simple, de la personne non exemptée qui vient me voir et qui me dit « Moi, je ne peux pas acheter, je ne suis pas exemptée, let's go. Et si on incorporait une société à mon nom au Québec pour que je puisse acheter via la société ?» J'ai envie de vous dire, attention, ce n'est pas forcément la solution dont vous rêvez. De manière générale, et je sais que cela peut être frustrant depuis l'entrée en vigueur de la loi, mais de manière générale, attention à tout ce qu'on va vous proposer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les qu'en dira-t-on, les on-dit des uns et des autres et des personnes qui vont vous partager leur soi-disant expérience personnelle. Soyez très, très prudents parce que cette loi est particulièrement restrictive et notamment dans ses sanctions. Super, merci. Alors, je sais qu'il ne nous reste pas trop de temps, mais est-ce qu'on peut peut-être parler rapidement des risques encourus pour les personnes qui décideraient ou réussiraient malgré tout à passer entre les mailles du filet? Alors, pour faire ça très, très brièvement, si je ne suis pas exemptée et que j'ai violé la loi, qu'est-ce que je risque? Je risque tout d'abord une poursuite au criminel par procédure sommaire et une amende qui pourrait aller jusqu'à 10 000 $. Ensuite, je risque que ma propriété soit vendue et je ne toucherai que le montant de l'achat. Et c'est probable que finalement, je ne sois pas remboursée de la totalité parce qu'il y a un certain nombre de frais reliés à la vente qui vont reposer sur mes propres épaules puisque c'est moi qui suis considérée comme ayant violé la loi. Ensuite, attention, la personne qui risque des sanctions n'est pas uniquement la personne qui va acheter. Et il y a aussi tous les professionnels du milieu. Et en fait, si on reprend le verbatim de la loi, toute personne qui va conseiller, inciter, aider, encourager ou tenter de conseiller, inciter, aider ou encourager une personne non exemptée à acheter. Donc, on est là sur un spectre très, très large. Comment va être interprétée la notion de conseil, d'inciter, d'aider ou d'encourager, mais surtout de tenter de conseiller, d'inciter, d'aider ou d'encourager. Donc, j'en profite pour vous glisser. S'il vous plaît, soyez patients et ne soyez pas méchants avec vos professionnels du milieu qui, en ce moment, s'ils vous freinent dans vos achats et autres, à commencer par les notaires et par les courtiers, c'est pas juste pour le plaisir d'être un bon petit soldat et de faire appliquer la loi, c'est aussi parce qu'ils risquent eux-mêmes cette poursuite par voie de procédure sommaire au criminel et une amende allant jusqu'à 10 000. Et pour eux, souvent, ça ne s'arrête pas là, parce qu'ils sont aussi tributaires d'ordre professionnel et ils ont aussi des obligations vis-à-vis de leur ordre et peuvent aussi avoir des sanctions de ce côté-là s'ils vous aident à faire quelque chose qui finalement n'est pas autorisé par la loi. Donc, encore une fois, est-ce que dans le futur, on va avoir des notaires qui vont accepter de notarier la vente sous condition d'avoir eu une opinion juridique, que ce soit d'un avocat en immigration pour ce qui est critères des étudiants et travailleurs temporaires, que ce soit d'un avocat civiliste pour le reste et la définition d'immeuble résidentiel et autres? On ne sait pas. L'avenir nous le dira. C'est quelque chose qui peut s'essayer aussi, peut-être, mais pour le moment, on sait juste ce qui est interdit et on ne sait pas ce qui va être autorisé. Merci beaucoup. Bon, on voit qu'effectivement, on avait bien besoin de ces éclaircissements. Lucas, je te laisse la parole pour les questions. Complètement. Alors déjà, je vais reprendre la parole parce qu'on a énormément de questions dans le chat. Beaucoup de questions qui reviennent sur justement comment on retrouve la présentation pour des gens qui sont arrivés un peu en retard. Alors, vous pouvez la retrouver, comme j'ai dit au début, sur notre page Facebook, LinkedIn, YouTube et sur mauditfrançais.ca directement. Audrey aussi, on a pas mal de gens qui nous demandent si tu peux mettre le lien dans le chat des cartes directement pour les zones. Oui, bien sûr, pas de problème. En sachant que si vous êtes dans le chat, pensez à cliquer tout de suite sur le lien, vu qu'on est dans une réunion Zoom et qu'on ne peut pas faire de copier-coller. Oui. Sur Zoom, pensez tout de suite à cliquer dessus pour l'avoir dans votre barre de recherche. Voilà, donc on va commencer. Alors, on ne répondra sûrement pas à toutes les questions, c'est même sûr. Il nous reste 10 bonnes minutes, mais vous voyez sur le partage d'écran, vous avez les coordonnées de nos experts, donc n'hésitez surtout pas à les contacter pour des questions un peu plus au cas par cas. Mais voilà, je vais essayer de répondre à quelques questions. On avait Charlotte qui nous demandait du coup si les triplex et les quadruplex étaient autorisés ou non. Alors, bon là, c'est une question assez générale, donc je vais pouvoir y répondre.
la loi dit triplex ou moins pour ce qui rentre dans la définition d'immeuble résidentiel et on a interdiction pour les immeubles résidentiels. Donc, pour le triplex, on serait encore dans l'interdiction. Mais probablement qu'un quadruplex, ça serait possible. Attention toutefois, et là, attention à votre cas particulier, c'est de voir à quoi ressemble votre quadruplex. Parce que comment va être défini le demi-sous-sol, par exemple. Si c'est un triplex et que vous avez un demi-sous-sol que vous aménagez, est-ce que ça va rentrer comme étant un local d'habitation? Si on considère que non, s'il y a un certain nombre de critères qui vont pouvoir rentrer en jeu, à savoir une entrée indépendante, etc., qui vont faire que peut-être finalement votre immeuble sera qualifié de triplex parce que la quatrième portion, la quatrième unité n'est pas réellement une unité. Donc, je vous dirais qu'un vrai quadruplex sur lequel il n'y aurait aucune nuance possible avec 4 appartements, normalement, oui, vous pourriez acheter. Parfait. On a Christophe également qui nous dit que lui, en fait, il a une entreprise directement au Québec, mais qu'il a un statut temporaire. Est-ce que sa compagnie, elle pourrait acheter le bien, vu que lui, du coup, il ne pourrait pas? C'est là qu'on va rentrer dans des critères un petit peu difficiles. Donc, je m'excuse, Christophe, je ne pourrais pas répondre très spécifiquement à votre question. Je vous invite à me recontacter dans le futur, mais il va falloir regarder, c'est ce qu'on a abordé brièvement tout à l'heure, c'est qu'il va falloir regarder, est-ce que vous êtes le seul actionnaire de cette société? Si oui, est-ce que vous avez des actions votantes? Ben, la réponse va être oui, en fait, excusez-moi, obligatoirement, mais sinon, si vous n'êtes pas le seul actionnaire, est-ce que c'est vous qui avez le contrôle de fait? Quel est votre pourcentage d'actions votantes dans la société? Donc, il va falloir rentrer un petit peu plus précisément dans les critères, mais je vous dirais qu'à première vue, avec la seule information que j'ai tout de suite, que c'est votre société, puis que vous êtes exempté, la réponse est non. Vous n'êtes pas exempté, pardon, la réponse est non. On a Michel également qui nous demande si les personnes arrivant de l'Ukraine sous AVUCU sont-ils considérés comme réfugiés? Alors, je m'excuse, Michel, mais là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous répondre simplement parce que ça fait référence le statut de réfugié. Il y a une exemption qui est prévue pour les réfugiés, mais est-ce que vous vous qualifiez dans le statut de réfugié? Ça, c'est quelque chose qui va devoir s'étudier aux yeux des lois sur l'immigration. Donc, je vous conseillerais de vous rapprocher plutôt d'un avocat en droit de l'immigration. Directement, oui. Pas de souci. On avait encore beaucoup de questions, notamment, c'est un spectateur anonyme. Bonjour. Pour un résident temporaire présent sur le territoire seulement depuis 1 an, mais ayant sa démarche de résidence permanente en cours avec le certificat de sélection du Québec obtenu, est-ce qu'il existera du coup une dérogation, une exemption pour ces personnes-là? Alors, je compatis parce que je suis dans le même cas en ce moment. D'accord, ok. Mais pour le moment, à la simple lecture de la loi et du règlement, il n'y en a pas. Une fois que vous serez résident permanent, vous pourrez acheter, vous ferez partie des exemptions. Pour le moment, il n'y a rien qui est prévu. Est-ce qu'on pourrait se dire, je signe ma promesse d'achat et j'attends de recevoir ma RP pour signer mon acte de vente? Je ne sais pas si je vous le conseillerais non plus parce que sans critique aucune, on sait que les délais d'obtention des résidences permanentes peuvent beaucoup varier d'une année à l'autre et d'une période à l'autre au sein d'une même année. Donc, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune exemption pour les personnes en attente de RP. Et s'il y en aura une dans le futur, il va falloir attendre de voir si le législateur nous sort un prochain règlement ou si on a des cas d'application par les tribunaux. Parfait. On a Élodie également qui nous demande parmi les critères des résidents temporaires, c'est être propriétaire d'un seul logement maximum et elle nous demande si c'est au Québec ou si c'est aussi en France. Alors, normalement, ça devrait être vis-à-vis du Canada parce que là, ce qu'on fait quand on étudie vos critères et votre statut et votre situation, c'est vis-à-vis de l'application de la loi canadienne et donc de votre situation au Canada. Donc, vraisemblablement, ça serait d'être propriétaire d'un seul immeuble résidentiel au Canada. Très bien. Ensuite... Et encore une fois, attention, parce qu'on parle de la définition d'immeuble résidentiel au sens de la loi. On pourrait imaginer le cas où vous êtes propriétaire de 2 immeubles, mais qu'il n'y en a qu'un seul des 2 qui rentre dans la définition d'immeuble résidentiel.
Et donc, aux yeux des critères, vous seriez considéré comme propriétaire d'un seul immeuble résidentiel. Mais à voir selon votre situation. Très bien. Ensuite, on a Sandra qui nous demande si le moratoire il ne durera bien que 2 ans. Ça aussi, c'est une bonne question. Malheureusement, je n'ai pas encore de poste au sein du gouvernement dans les affaires juridiques, mais a priori, pour le moment, on est vraiment parti sur une application de 2 ans. On a des mentions très spécifiques à la fin de la loi qui expliquent que finalement, la loi va être abrogée. Puis je sais qu'il y a certaines personnes que ça a mêlé à se demander si la loi était déjà abrogée ou pas. Non, non, la loi est bien en vigueur depuis le 1er janvier 2023. On a juste des mentions spécifiques légales qui viennent nous préciser que finalement, en 2025, la loi va être abrogée. Donc, ça veut dire qu'au 1er janvier 2025, elle ne devrait plus être applicable. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas avoir une prochaine loi qui va sortir peut-être plus détaillée, réarrangée et autres pour après 2025? Peut-être. Mais en tout cas, là, légalement, en ce moment, ce qui est prévu, c'est que la loi va être abrogée. Pour avoir une extension après 2025, il faudrait une nouvelle loi. D'accord. On a Fanny également qui nous dit dans la loi, il est indiqué l'interdiction ne vise pas les situations suivantes, la location d'un local d'habitation à un locataire aux fins de son occupation par le locataire. Fait qu'il est possible d'acheter un bien dans une AR, par exemple, dans le but de la mettre en location. Ça a mêlé tellement de monde, c'est pour ça. Ouais. Là. Je vais vous dire, moi, la première, parce que le phrasé est pas le plus beau qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Sans vouloir critiquer personne, c'est pas très, très clair à la lecture de l'alinéa. Moi, mes réflexes juridiques me font vous préciser que c'est important de lire cet alinéa en tenant compte de l'esprit total de la loi. Si vous voulez, quand on a normalement, il y a un principe général en droit civil, c'est que si on a un article qu'on ne sait pas comment l'appliquer, normalement, on doit favoriser l'interprétation qui est en accord avec tous les autres articles de la loi. Donc, a priori, l'objectif de la loi étant d'interdire, si tu n'es pas exempté, d'acheter un immeuble résidentiel, je te dirais que moi, j'interprète cet alinéa de façon pas comme étant une exception qui te permettrait d'investir dans un immeuble résidentiel pour le mettre à la location. Moi, je l'interprète plus comme une petite mention pour rassurer les gens, au sens que peu importe votre statut en ce moment, si vous étiez locataire, on ne va pas vous retirer votre location ou vos baux qui sont déjà en cours. A priori, on veut limiter l'objectif de la loi, c'est de limiter les investissements par des non-résidents ou par des personnes non exemptées. Donc, si vous n'êtes pas exempté, normalement, on devrait pas la loi ne vous permettra pas d'investir pour ensuite mettre en location. Très bien. On va essayer de prendre encore une ou deux questions avant de clôturer. On a Marie-Laure qui nous demandait, elle aimerait votre confirmation, tout Canadien n'étant pas résident fiscal au Canada car il vit à l'étranger, est-ce qu'il peut acheter une propriété au Canada? Ah, ça, c'est une bonne question, mais a priori, c'est votre statut de citoyenneté qui va être visé. Maintenant, quel va être le lien entre votre statut de citoyenneté et votre résidence fiscale? J'aurais tendance à vous dire, et encore une fois, c'est vraiment sous toute réserve parce que ça demanderait des vérifications plus précises de tout ce qui va se rattacher à vos obligations fiscales. Mais a priori, ça devrait pas être une problématique pour vous pour acheter si vous êtes citoyen canadien. Très bien. Et on va peut-être finir avec cette question de Anne. Bonjour, nous faisons partie des personnes qui ont signé une offre d'achat avant le 21 décembre 2022, mais qui n'avons pas pu notarier l'acquisition avant le 1er janvier. Aujourd'hui, nous ne voulons pas entamer de poursuite. Peut-on simplement annuler l'offre que nous avons faite pour laisser le vendeur libre de sa vente sans avoir de poursuite? Je vous dirais que là, ça va être un des cas les plus problématiques. Je m'excuse parce que je sais que ma réponse va pas forcément vous plaire, mais ça demanderait de regarder vraiment en détail votre situation et de voir aussi ce qui est possible de négocier avec vos vendeurs. Au sens que vous êtes engagé, vous avez des obligations, mais c'est un contrat. Si vous passez un nouveau contrat avec vos acheteurs qui dit que finalement vous lâchez la promesse d'achat puis que vous êtes tous les deux d'accord, normalement ce nouveau contrat va prévaloir sur l'ancien. Donc la question va peut-être être
de discuter avec vos vendeurs. Mais si vous me dites que vous avez déjà signé votre acte de vente, est-ce que dans la question, c'était qu'elle a signé son acte de vente au 1er janvier ou qu'elle ne pouvait pas le signer avant? Elle n'a pas pu avant. Ok, donc il n'est pas encore signé. Donc, ouais, c'est ça. On est encore au stade de la promesse d'achat. Mais je vous dirais que dans votre cas un peu spécifique, ça vaudrait le coup de consulter pour étudier vraiment l'ensemble des obligations qui étaient incluses à votre promesse d'achat. Parfait. Eh ben, écoutez, il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Je vais en prendre une dernière, mais je suis désolé, on ne pourra vraiment pas répondre à tout. Mais je vous invite encore une fois, vous avez leur adresse courriel directement, les numéros de cellulaire également. Elles sont disponibles et joignables toute la semaine. N'hésitez pas à contacter Audrey et Fleur si vous avez besoin. On va prendre la dernière question d'Élise qui dit « Bonjour, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris pour le critère d'un seul logement pour les résidents temporaires. Qu'en est-il si on vend son seul appartement acheté avant l'application de la loi pour en acheter un autre à la place? » Et bien là-dessus, pour le moment, la loi est muette. Mais au sens qu'on ne nous prévoit pas d'exception pour ce type de cas. Donc, quand on lit la loi telle qu'elle est aujourd'hui, peu importe que vous veniez de vendre votre bien, si vous n'êtes pas exempté et que vous voulez en racheter un, pour moi, vous ne pourriez pas. Au sens que, de toute façon, vous n'étiez pas exempté. Si vous étiez en train de me faire référence au cas où vous avez peur que le critère... Non, je pense que c'était le seul cas. Je ne suis pas sûre de... Ou alors, c'est qu'il me manque un bout d'information, mais... Moi, je le comprends comme ça aussi, que si je ne suis pas exemptée, mais que j'ai vendu mon logement et que qu'est-ce que je pourrais, du coup, en racheter un, est-ce que ce serait comme une exemption? Et puis là, pour le prix aussi, la réponse est non, ça permet pas de... Non. D'accord. Et on a Quentin qui nous demandait du coup si par rapport à tout cet imbroglio-là, il y allait avoir justement des adaptations du règlement plus sur des collectivités locales en fait. Vraiment du cas par cas selon la zone géographique, j'imagine pas, mais… Alors là, ce qui va être compliqué, c'est qu'on est dans un pays fédéral, c'est une loi fédérale. Là, ça va être application de la loi fédérale. Il va y avoir des questions de compétences entre fédéral et provincial. Mais a priori, on ne devrait pas avoir des lois municipales ou des lois provinciales qui vont nous permettre de déroger aux lois fédérales. Parce que le règlement, c'est encore voté, je ne dis pas si mes souvenirs sont bons là de droit constitutionnel, mais c'est encore voté au stade fédéral. Donc, a priori, si on a des exceptions et autres qui vont arriver, ça va être, on va au moins avoir un règlement fédéral ou une loi fédérale qui va permettre aux provinces de déroger et ensuite les provinces pourraient revoter autre chose. Mais normalement, tout ce qui va être exception, ça va arriver depuis le fédéral et non pas depuis le provincial. Très bien. Bah, écoutez, ça va être le moment pour nous du coup de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup Fleur et Audrey pour votre intervention. Je pense qu'on a pu éclaircir un peu la lanterne de beaucoup de nos lecteurs, même si on a pu le voir, du coup, il reste beaucoup de zones d'ombre à éclaircir sur certains points. C'est pour ça, n'hésitez pas à rester en contact avec Audrey et avec Fleur, qui, elles, s'informent tous les jours sur cette question-là et qui pourront répondre au mieux à vos questions. Donc, encore une fois, vous pourrez retrouver, vous les avez directement là sur le Zoom, mais si vous voulez retrouver le Zoom, il sera disponible sur toutes les plateformes Maudit Français. Et voilà, vous pouvez aussi directement le demander à Audrey par courriel. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Je ne sais pas si Fleur et Audrey, vous avez un petit mot à dire pour la fin. Bah écoutez, moi juste merci d'avoir écouté cette présentation. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé quand même. On a fait comme on a pu. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions plus poussées, à revenir vers nous. Puis moi, je veux remercier Maudit Français et puis Maître Camille, bien sûr, pour la présentation. Je pense que ça a été quand même vraiment très utile et renforcer le fait que c'est pas parce que la conversation se termine là sur la présentation qu'elle doit se terminer forcément. Je renforce ce que disait Lucas. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On sait qu'il y a beaucoup de questions encore en suspens, donc on est là pour ça. Parfait. Eh ben, on est fortement remerciés dans le chat. Ça nous fait plaisir. Et on vous laisse là-dessus. Passez un bon mercredi après-midi pour ceux au Québec et une belle fin de journée pour ceux qui nous regardaient de France. Merci. Bye. Bonne journée, au revoir.